Bonjour. Aujourd'hui, je vais résumer le chapitre sur la structure sociale en, non, plus de 5 minutes. Alors que ce soit clair, je pourrais le faire en 5 minutes. Je l'ai fait en 5 minutes. J'ai relevé le défi. Je posterai d'ailleurs un peu plus tard la vidéo pour vous prouver que oui, je suis capable de le faire. Mais finalement, après avoir fait cette vidéo de 5 minutes, j'étais frustré parce que j'avais le sentiment que j'aurais pu être plus clair dans mes explications si j'avais eu un peu plus de temps et si j'avais aussi le droit à un peu plus de diapos qu'une seule, puisque si je veux garder le chrono qui tienne, il faut que tout tienne sur une seule diapo. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo où je vais résumer le chapitre sur la structure sociale, mais en un peu plus de 5 minutes. Alors, je ne pense pas que j'ai besoin de beaucoup plus de temps et pas grand chose à développer. Allez, on va dire 7 minutes peut-être. On va voir. Ok, 3, 2, 1, c'est parti, je viens lancer mon chrono. Alors tout d'abord, il faut comprendre que l'étude de la structure sociale et des inégalités sont des questions centrales en sociologie. En gros, en sociologie, vous avez deux questions fondamentales. Tout d'abord, comment est-ce que l'environnement social des individus explique et influence leur comportement? Ça, c'est toute la question de la socialisation. Et de l'autre côté, comment est organisée la société. Notamment, comment la société est organisée en différents groupes sociaux hiérarchisés, c'est-à-dire caractérisés par une situation plus ou moins avantageuse. Ce qui nous intéresse notamment dans l'étude de la structure sociale, c'est de se dire que vous allez avoir des groupes qui vont cumuler des avantages, qui vont avoir des ressources qui vont se renforcer mutuellement, et à l'inverse, d'autres groupes qui vont cumuler des désavantages, car, comme on le voit dans le chapitre sur la justice sociale, les inégalités ont un caractère cumulatif, interdépendant et ont tendance à se renforcer mutuellement. Et forcément, puisque soit vous cumulez des avantages, soit vous cumulez des désavantages, ça va être très compliqué de passer d'un groupe à l'autre. Il va y avoir des frontières plus ou moins étanches entre les différents groupes. Et donc cette approche de la structure sociale contraste avec une approche en termes de stratification où on classe juste les individus sur une échelle qu'on peut facilement passer d'une catégorie à une autre. En l'occurrence, quand on observe les sociétés contemporaines, on se rend compte qu'elles sont traversées par différents types d'inégalités. On peut parler spontanément de l'opposition entre les riches et les pauvres, mais aussi entre les personnes qualifiées et peu qualifiées, entre les différentes catégories socio-professionnelles, notamment entre les cadres et les ouvriers, mais pas seulement, de l'influence de la position dans le cycle de vie, et donc là c'est notamment l'opposition entre les jeunes qui essayent de s'insérer sur le marché du travail et les personnes plus âgées, notamment à la retraite, la question du genre, et notamment des inégalités entre les femmes et les hommes, et de l'influence du lieu de résidence, que ce soit les inégalités entre les différentes régions d'un même pays, entre la ville et la campagne, ou encore entre les quartiers d'une même ville. Mais en réalité, on ne peut pas étudier tous ces critères, et ce qui nous intéresse notamment, c'est quel est le critère le plus important. En l'occurrence, les théories traditionnelles se sont concentrées sur le rôle des classes sociales. C'est notamment le cas de la théorie de Karl Marx, qui considère que la structure économique et la division entre les différentes classes sociales va structurer et va servir de fondement pour l'ensemble de la société. En effet, Karl Marx considère qu'il y a fondamentalement deux grandes classes sociales. D'un côté, les bourgeois, les capitalistes qui possèdent les moyens de production, qui accumulent du capital, et de l'autre côté, les prolétaires qui sont obligés de vendre leur force de travail. Et qu'il va y avoir un désaccord fondamental entre ces deux classes, non seulement sur la question de la répartition des revenus issus de l'activité de production, mais plus fondamentalement sur l'ensemble de l'organisation de la société. Et que justement, ce conflit, ce qu'il appelle la lutte des classes, va obliger chaque personne à se positionner. Soit vous êtes en faveur de l'ordre établi, donc plutôt du côté des bourgeois et des capitalistes, et votre rôle, ça va être, si vous n'êtes pas vous-même un bourgeois ou un capitaliste, de finalement enrôler les autres personnes, leur faire croire que l'ordre établi est très bien et qu'il ne faut rien changer, soit vous êtes du côté du changement, de la révolution, en faveur d'une organisation qui soit plus favorable aux prolétaires. Max Weber arrive un peu plus tard et considère que les classes sociales, c'est certes un facteur important dans la structure sociale, mais c'est pas le seul. Il met notamment en avant le rôle du prestige qui n'est pas simplement lié à la question de la richesse, que finalement vous avez des personnes qui sont
qui ont un rôle important dans la société, pas simplement en fonction de leur rôle économique, pas simplement en fonction de leur richesse, voire même parce qu'au contraire, ce sont des personnes qui sont pauvres et qui rejettent les richesses, notamment pour les personnes religieuses. Mais aussi le fait que finalement l'espace politique est traversé par des enjeux particuliers, que certes, il peut y avoir des recoupements avec les questions des classes sociales, avoir des partis plutôt bourgeois ou plutôt ouvriers, mais que finalement, analyser la compétition politique juste en termes de compétition entre les classes sociales, c'est ne pas se rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en compte et qui sont importantes, qui ne sont pas juste des détails, ce qui serait plutôt la position de Karl Marx. Donc ça, ce sont des théories qui sont développées globalement entre la fin du 19e siècle, la publication du manifeste du Parti communiste de Karl Marx en 1848 par exemple, et le début du XXe siècle, avec la mort de Max Weber en 1920 et la publication de son ouvrage Économie et société à titre posthume en 1921. Donc voilà sur quel créneau temporel on est. Or, en fait, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la structure socio-professionnelle a connu plusieurs changements. La salarisation, c'est-à-dire l'augmentation des salariés dans la population active, le fait qu'aujourd'hui la majorité des travailleuses et travailleurs sont des salariés qui travaillent dans le cadre d'un contrat de travail pour quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas donc, vous avez très peu finalement de personnes qui sont indépendantes, qui travaillent à leur propre compte. Le fait que finalement même les dirigeants d'entreprise, les PDG, sont des salariés et que vous avez du coup plus vraiment de capitalistes qui se contenteraient de posséder les moyens de production et de ne rien faire. Vous avez la tertiarisation, donc l'essor du secteur tertiaire, le secteur des services, au détriment du secteur primaire, qui est notamment lié à l'agriculture, et du secteur secondaire, qui est notamment lié à l'industrie. L'élévation du niveau de qualification et la féminisation des emplois, donc le fait que les femmes sont entrées sur le marché du travail et constituent une part importante de la population active. Or, ces différents changements ont pu remettre en question la pertinence des classes sociales pour décrire la structure sociale. Alors, il y a différents facteurs. On peut déjà évoquer le fait que finalement, vous avez aujourd'hui de moins en moins de personnes qui s'identifient à une classe sociale. Aujourd'hui, la grande majorité des personnes soit ne s'identifie à aucune classe sociale, ne se reconnaît pas toute une division en termes de classe sociale, soit va se rattacher à une grande classe moyenne au contour très flou. Et donc finalement, l'idée d'une grande opposition entre on va dire, les classes populaires et les classes supérieures, ça ne se retrouve pas quand les personnes s'identifient à une classe sociale. Vous avez aussi la réduction des distances interclasses, donc en gros de la distance entre les différentes classes sociales. Donc ça justement parce que finalement aujourd'hui, la majorité des travailleuses et des travailleurs sont salariés. La majorité des travailleuses et travailleurs sont dans le secteur tertiaire, dans le secteur des services. Le niveau de qualification a augmenté, même pour les classes populaires, et que justement les classes populaires ont pu bénéficier de la massification scolaire, ont pu voir leur niveau d'éducation augmenter, ce qui les a rapprochés finalement des classes supérieures. Donc finalement, vous avez aussi des loisirs qu'on retrouve dans l'ensemble des classes sociales, dans l'ensemble de l'espace social. On ne peut plus faire une distinction très claire entre les loisirs de classe populaire et les loisirs de classe supérieure. Et toute cette idée est bien résumée dans la théorie d'Henri Mandras de la moyennisation, selon laquelle finalement, aujourd'hui, depuis les années 70-80, la société ne serait plus structurée par une opposition entre classe populaire et classe supérieure, mais serait structurée, fondée surtout sur une grande classe moyenne, avec certes une petite minorité d'élites très riches, une petite minorité de personnes très pauvres qui seraient dans une situation plus ou moins d'exclusion sociale, mais que cela requierait peut-être des types de politiques spécifiques, notamment pour lutter contre l'exclusion sociale, mais que finalement ça reste une question minoritaire et que c'est pas ça qui va permettre de décrire l'ensemble de la structure sociale, puisque une grande majorité de personnes, surtout dans une constellation centrale de classe moyenne. À côté de ça, vous avez une augmentation des distances intra-classes, donc c'est-à-dire à l'intérieur des classes sociales, on trouve de plus en plus de diversité, notamment du fait d'une multiplication des facteurs d'individualisation. Finalement, là, on avait écarté tous les facteurs d'inégalité en dehors de la question, en gros, de la catégorie socio-professionnelle, de la classe sociale, en disant, voilà,
Les théories traditionnelles disent il y a juste la classe sociale, la catégorie socio-professionnelle, et ça détermine tout le reste. Et là, on se rend compte que les autres facteurs, sur la question du genre, du lieu de résidence, de la catégorie ethno-raciale, par exemple, ce sont des facteurs qui comptent, et que finalement, une femme ouvrière et un homme ouvrier, c'est pas exactement la même chose. Une personne racisée qui est ouvrier et une personne blanche qui est ouvrier, ce n'est pas la même chose, et finalement, cela crée des divisions à l'intérieur des classes sociales. Par exemple, au sein des classes populaires, vous avez des pôles plus ou moins stabilisés et des personnes qui sont vraiment dans des situations très fragiles. Donc tout ça montre que finalement, les classes sociales sont trop hétérogènes, il y a trop de diversité à l'intérieur de chaque classe sociale, et finalement, il y a beaucoup moins de distance qu'auparavant entre différentes classes sociales. Donc peut-être qu'il y a peut-être plus de distance entre quelqu'un qui fait partie des classes populaires mais qui a une position plutôt stabilisée et quelqu'un qui aurait fait partie des classes populaires mais avec une position très fragile que entre la personne donc, qui fait partie des classes populaires avec une position stabilisée et quelqu'un qui ferait partie des classes moyennes mais avec une position un peu moins avec un peu moins de ressources. Que finalement du coup en traçant des frontières étanches entre les classes sociales, on n'arrive pas à décrire correctement la société. Cependant, on se rend compte qu'il y a quand même des inégalités qui persistent entre les classes sociales et qu'elles restent du coup un outil pertinent pour décrire la structure sociale. Mais finalement, peut-être pas le seul outil. On ne peut pas se contenter d'une vision en termes de classe sociale et qu'il faut justement ajouter d'autres facteurs et notamment avoir une vision en termes d'intersectionnalité. Alors ça, le terme n'apparaît pas dans le programme et c'est peut-être pas en vogue politique, mais c'est finalement l'idée qui est quand même là en avant de se dire finalement en croisant plusieurs facteurs, par exemple en croisant la structure sociale et les rapports sociaux de genre, on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir si on analyse juste en termes de genre ou si on analyse juste en termes de classe sociale et qu'il faut justement croiser les différents facteurs pour rendre compte de la complexité des sociétés actuelles. Ouais, voilà, je suis terminé. Bon, 11 minutes. J'ai fait plus long sur cette vidéo que sur celle du commerce international. Je crois que ça traduit avant tout le fait que j'aime la sociologie et que du coup je développe un peu plus. Bon, voilà. Bon, vous aurez la version en 5 minutes qui est un peu plus courte, qui est très bien aussi, peut-être un peu moins développée, mais. Et je vous laisse trancher qu'est-ce qui est le mieux pour réviser. 11 minutes après tout, c'est pas très long. Bon. Je vous souhaite une bonne journée.